effectif de police à la frontière. Ça, c'est réalisable facilement. Pour le mur, ce sera beaucoup plus compliqué. Voilà, ça c'est la mesure emblématique de Donald Trump, mais il y en a d'autres. André Berkoff, je le disais, vous êtes le seul journaliste européen, peut-être le seul journaliste étranger à l'avoir interviewé, et on voudrait essayer de bien comprendre qui il est, parce que si on parle des réponses à ce malaise, lui constitue aujourd'hui la réponse que les Américains ont choisie. Est-ce que c'est un homme de conviction que vous avez rencontré, ou est-ce que c'est au fond un aventurier en politique qui a su saisir un air du temps? D'abord, c'est pas en une heure et demie d'interview que je... Non, mais vous l'avez suivi par ailleurs. Je l'ai suivi effectivement dans ses meetings. Moi, ce qui m'a frappé, et ce que je voudrais vraiment dire, c'est que ce n'est pas un idéologue, c'est un businessman, c'est un négociateur. Si on n'a pas compris ça, et qu'est-ce qu'il fait? Alors, il y a eu deux choses chez Donald Trump. C'est Dr. Donald et Mr. Trump. Dr. Donald, c'est lui qui va faire un certain nombre de choses qu'il a appliquées dans ses immeubles, dans sa gratte-ciel. Il pense qu'il peut les appliquer aux États-Unis. On verra s'il réussit ou pas. C'est-à-dire que lui, il dit, voilà, moi c'est extrêmement simple, je me fous des étiquettes, je prends les meilleurs et les plus compétents pour faire ce qu'il doit faire. Si demain, il a à discuter avec la Chine, avec le yuan, il ne va pas discuter avec les politiciens. S'il a un trotskiste qui lui dit, moi je sais comment débrouiller la négociation avec la Chine, il va prendre ce trotskiste et il va discuter. Question compétence. D'abord, l'étiquette, il n'en a rien à battre. Et lui, est-ce qu'il est compétent, justement, Donald Trump? Bah écoutez, il est compétent dans ce qu'il a fait, on verra bien pour le reste. Qui peut parier sur l'avenir? En revanche, moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'il est extrêmement cash. Qu'est-ce qui s'est passé? La médiatisation, ça a été le bluff poker. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a fait? L'outrance, ça a été quoi? Le mur du Mexique. Je ne sais pas s'il va le faire ou pas, on verra bien. Mais le mur du Mexique, il arrive. Lui, il n'avait rien. On a parlé des 98% de presse contre lui. Pas oublier, Wall Street, c'est pas un mec de Wall Street, c'est pas George Soros, c'est un type qui a bâti sur la pierre. L'économie de la pierre n'est pas l'économie de la bourse. Deuxièmement, il a promis, c'est une mesure de quoi? Il va faire le mur entre le banque d'affaires et le banque de dépôt. Il va rétablir ça. Il va faire les grands travaux. Il a dit que toutes les sociétés de hedge funds, il y a 2000 milliards de dollars, même plus, qui sont en dehors des États-Unis. Il a demandé qu'on les ramène. Il va faire des taxes extrêmement légères, sinon il va taper. Troisièmement, la dette. Qui a parlé de la dette? Il dit la dette des Américains, on parle 20 000 milliards de dollars, 20 trillions de dollars. Eh bien, cette dette-là, lui, il va essayer de non pas de la combler, parce que c'est pas possible, mais grands travaux. Et je rappelle que... Vous dites que c'est un homme sérieux, qui a des propositions réalistes, c'est ce que vous dites? Juste un mot. Vous savez qui avait fait grands travaux, pour tirer les enseignements. Immigration zéro, contrôle de Wall Street sur les banques et immigration zéro. C'était un certain Franklin Delano Roosevelt en 1945. C'était pas un mec d'extrême droite. Justement, Franklin Delano Roosevelt, je crois que François Lenglet a envie d'en parler. On va avancer dans le débat parce que vous abordez les questions économiques. Les conséquences de cette élection sur le programme économique, ça s'appelle Demander le programme. C'est avec François Lenglet. Voilà, et puisqu'on parle des réponses, on va voir dans un instant si en France, la seule réponse, elle peut venir aussi d'un parti type Donald Trump, mais on va aborder plus précisément ce chapitre économique. On a besoin de vos lumières. François, vous avez lu ce programme attentivement, et vous nous dites, Donald Trump ne surgit pas de nulle part, il cristallise, il s'inscrit dans une tendance lourde. Que voulez-vous dire? Que c'est probablement un changement de logiciel de la politique économique dominante qui est à l'œuvre en ce moment. Et si vous voulez, par-delà les outrances du candidat Trump, l'arrivée de ce personnage à la Maison-Blanche souligne la naissance d'un nouveau cycle idéologique, c'est-à-dire la résurgence du nationalisme économique qui dépasse le clivage droite-gauche traditionnel. Nationalisme, mais aussi intervention de l'État et protectionnisme, bien sûr. De ce point de vue, le programme de Trump, je rejoins M. Berkoff, fait tout à fait écho à celui de Franklin Delano Roosevelt dans les années 30. Franklin Delano Roosevelt, bien sûr, qui lui aussi arrivait après une grande crise économique. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est un mouvement de fond qui s'est engagé, François? Parce qu'on l'observe partout, si vous voulez, sur tous les continents depuis quelques années. Pas plus tard qu'il y a 4 mois, on l'a observé bien sûr au Royaume-Uni avec le Brexit. Les deux événements politiques majeurs de l'année, le Brexit et l'élection de Trump, sont similaires. Dans les deux cas, il s'agit d'une révolte contre la mondialisation et d'une aspiration nationaliste, souvent venue de régions déshéritées, on l'a vu. Ce qui est singulier d'ailleurs, c'est que c'est toujours dans le monde anglo-saxon que se produisent ces révolutions idéologiques
C'est là aussi qu'avait été inventé le libéralisme, avec l'élection de Margaret Thatcher en 1979, celle de Ronald Reagan en 1980, libéralisme qui s'est diffusé à l'ensemble du monde sur les 30 dernières années et qui se termine aujourd'hui. Alors justement, comment vous expliquez ce retournement aujourd'hui? Il y a plusieurs éléments. La fatigue de la crise, on l'a dit aussi, et de ses effets persistants, même aux États-Unis, qui sont censés être en reprise. L'exaspération des particularismes, c'est Madame Royal qui l'a dit tout à l'heure, causée par la mondialisation et la crainte qu'elle provoque. Il y a bien sûr une dimension identitaire dans cette révolution. En un mot, le besoin de protection, alors que le cycle libéral finissant tirait son énergie au contraire du désir de liberté. C'est ça qui s'est inversé, d'où le retour des frontières. Et les hasards de calendrier résument très bien cela. L'élection de Trump, c'était hier, le 9 novembre 2016. Elle répond à un autre 9 novembre, celui de 1989, lorsque s'est produite la chute du mur. En 1989, à l'orée du cycle libéral, on fait tomber les murs et les frontières. 27 ans plus tard, au contraire, on rétablit les frontières et les murs, comme celui que Trump veut construire entre le Mexique et les États-Unis. Est-ce que l'économie telle qu'elle est, telle qu'on la connaît aujourd'hui, telle qu'on a encore ce logiciel-là aujourd'hui, est-ce qu'elle peut fonctionner avec le retour des frontières, comme le demande notamment Donald Trump? Oui, je le pense. On l'a expérimenté d'ailleurs à plusieurs reprises dans l'histoire, parce que la mondialisation n'a pas du tout une histoire linéaire. Elle est faite d'avancées et de reflux. Son déterminant principal, c'est pas la technologie, c'est le degré d'acceptation de l'ouverture de la part des peuples. Et ça change en fonction de leur situation. Nous entrons probablement dans un monde plus fermé. C'est une économie plus inflationniste, moins financiarisée, probablement plus égalitaire. Le problème, c'est bien sûr que le nationalisme s'accompagne souvent de conflits diplomatiques, conflits commerciaux ou même conflits militaires entre les puissances. Alors Thomas Piketty, est-ce que la démondialisation n'est pas le nouvel horizon des peuples en détresse? Et est-ce que cette perspective-là, ou peut-être cette utopie-là, je ne sais pas, elle n'a pas remplacé la lutte des classes, un meilleur partage du profit? La question, c'est est-ce qu'on va réussir à construire une régulation du commerce international pour mettre des règles? Parce qu'on a besoin de ces coopérations internationales pour le réchauffement climatique. Si chacun se remet à émettre dans tous les sens, clairement, ça va pas résoudre le problème. Si on veut un système fiscal équitable, on a besoin d'accords pour que les multinationales aux États-Unis, en Europe, et de ce point de vue-là, on n'a rien fait. C'est-à-dire que je veux dire que ce gouvernement-là, comme le gouvernement précédent, on en est encore en Europe à avoir cette concurrence sur les taux de l'impôt sur les sociétés qui nous conduit à une situation où les plus grandes sociétés paient moins d'impôts que nos petites et moyennes entreprises. Et de ce point de vue-là, l'élection de Donald Trump, et je voudrais là répondre à François Langlais, elle est assez inquiétante parce que à la fois il y a une réaction pour essayer de calmer un peu la mondialisation qui est normale, mais il y a aussi en fait une fuite en avant vers le dumping fiscal. Parce que la grande nouveauté et la mesure la plus radicale sur le plan économique que va appliquer Donald Trump, et il aura une majorité républicaine, de voir qu'il va se réconcilier avec les républicains très vite, c'est de par deux le taux de l'impôt sur les bénéfices des grandes sociétés, alors que les États-Unis jusqu'ici, c'était vraiment l'Europe qui menait le bal sur le dumping fiscal. Il faut bien voir qu'aux États-Unis actuellement, le taux de l'impôt sur les bénéfices sociétés, c'est 35%, plus un taux au niveau des États, ça c'est au niveau fédéral, plus un taux au niveau des États.